Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Étudiants guinéens en URSS, souvenirs et témoignages. Son auteur, M. Alaman Kandé, va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Alaman Kandé, l'auteur, est né à Conakry, en République de Guinée. Il obtient le diplôme de Master of Science à l'Institut de construction des machines de Kirovograd, ex-URSS. De retour au pays, il enseigne à la faculté des sciences techniques de Conakry. Monsieur Kandé, bonjour. Bonjour. Je voulais vous serrer la main. Bonjour. Hein? Et malheureusement, je n'ai pas de dictionnaire russe, français, pour dire bonjour en russe. Hein? Non, on peut dire Drasviti. 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 Alors, bien, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, évidemment, notez que notre invité aujourd'hui est donc l'auteur, l'écrivain que nous recevons aujourd'hui pour vous. Donc, il s'appelle Monsieur Alaman Kandé, donc russophone. Hein, parce que simplement a fait des études en Russie et effectivement l'ouvrage qu'il vient nous proposer, enfin l'ouvrage autour duquel on va faire la causette avec lui, porte sur son histoire, enfin son parcours, les études qui ont donc été menées dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Tout à fait. Voilà, donc on va en parler. Effectivement, c'est un ouvrage qui nous, évidemment, qui raconte ce parcours, ces études, cette aventure dans le cadre des études en Russie, entre guillemets, mais en même temps, c'est l'occasion aussi pour vous, à travers ce récit, on apprend beaucoup de choses et tout à l'heure, on va en parler. Étudiants guinéens en URSS, souvenirs et témoignages. Alors, donc, très rapidement, vous êtes Monsieur Alaman Kandé. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir déjà pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie de rédiger cet ouvrage, de nous faire partager cette expérience de votre vie du côté, dans le cadre de vos études en URSS? Merci pour m'avoir invité et donner l'occasion, l'opportunité de parler un peu du livre. Et je me suis assis un jour et je me suis dit, mais j'ai quelque chose à raconter pour la postérité, oui, et pour mon pays, et même pour l'Union des républiques socialistes soviétiques d'antan, oui, et pour la Russie, oui, qui est la Fédération de Russie qui, naturellement, a pris l'héritage, oui, de ce grand pays qui avait réuni dans les temps 15 républiques. 15 républiques, oui. Moi, je savais que c'était beaucoup de républiques. 15 républiques. Oui, 15 républiques. Voilà. Mais la Fédération de Russie a pris l'héritage de ces 15 républiques, ce qui fait que je me suis dit, il faut que je restitue un peu l'histoire, oui, de la Guinée. Pourquoi restituer cette histoire? Et les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas très bien pourquoi notre pays s'est tourné vers l'Union des républiques socialistes soviétiques d'alors, ou le bloc soviétique, oui, d'alors. Vous savez, le nom à la France, oui, lors du référendum gaulliste de 1958, a amené le pays, les dirigeants d'alors, oui, à prendre une autre stratégie, oui, de développement, parce que quand les Blancs ont quitté, la France a quitté la Guinée, je ne vous apprends rien, oui, ils sont partis avec tout. Il n'y avait pas de professeurs, il n'y avait pas d'ingénieurs, il n'y avait pas de cadre. Oui. S'il faut prendre le côté militaire, oui, et la sécurité, on n'avait pas de cadre aussi. Les anciens combattants qui étaient rentrés de l'Indochine, de l'Algérie certains, même du Madagascar, ainsi de suite, ne pouvaient pas faire l'ossature de l'armée guinéenne
et les forces de sécurité. Alors, les dirigeants guinéens, le président Ahmed Sékou Touré et son gouvernement ont pris la décision de se rabattre vers l'Union des républiques socialistes soviétiques. Parce que le côté occident était vraiment fermé. Oui. Bah oui, on a dit non à la France et il fallait qu'on trouve. Et puis, de toute façon, il fallait tout reconstruire, il fallait tout construire. Mais avant de construire, il faut former. Oui. Voilà. Même si les Blancs ont laissé des choses, mais il fallait former l'homme. Oui. La formation de l'homme, c'est ça la première richesse. Pour se prendre en main. Voilà, c'est ça la première richesse. Et c'est ce que nos dirigeants ont vu. Ils disent, bon, ben, on va envoyer des jeunes se former dans tous les domaines, dans tous les secteurs de développement socio-économique du pays. Envoyer aussi des militaires pour venir assurer la sécurité des biens et du pays en Guinée. Et ce qui fait que dès notre indépendance, je vais vous rappeler d'abord que l'Union des républiques socialistes soviétiques a été le premier pays à reconnaître notre indépendance. D'accord. La Guinée a hissé le drapeau de la souveraineté le 2 octobre 1958 et le 4 octobre, 2 jours plus tard, c'est l'Union soviétique qui a reconnu notre indépendance, notre pays. Et naturellement, il fallait parce que c'est le premier pays qui a ouvert ses portes vers certains pays africains qui, vers la fin des années 50, beaucoup d'entre eux cherchaient à quitter le joug colonial. Oui, c'était en pleine guerre pleine période de décolonisation. Oui. Et la Russie, si je veux dire, l'Union soviétique d'alors n'avait pas de colonies en Afrique, même ailleurs. Oui. Peut-être qu'en Europe, ils avaient leur sphère et tout, mais en Afrique, ils n'avaient pas de colonies. Donc, le terrain était vierge pour eux. Oui. Le terrain était très vierge pour eux. Et beaucoup de pays africains ont emboîté le pas à la Guinée pour aller vers renforcer les relations entre leurs pays respectifs et ce pays ami, qui est devenu un pays ami à nous. Par la suite, oui. Alors, vous allez me permettre, alors, mesdames et messieurs fidèles, parmi tous les fidèles de l'émission Parenthèse, donc justement, je rappelle que l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro Parenthèse d'aujourd'hui, cet ouvrage est donc écrit par M. Alaman Kandé, qui est avec nous sur le plateau pour en parler. Et le titre, c'est Étudiants guinéens en URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, souvenirs et témoignages. Donc c'est un ouvrage sur ses souvenirs et justement, il fait témoignage de son passage, de ce voyage. Donc effectivement, tout ce que vous décrivez rentre dans le cadre d'expliquer le concept, le contexte dans lequel justement les étudiants guinéens partaient. Donc on apprend dans votre ouvrage, effectivement, ce ne sont pas les Guinéens de façon particulière, les Guinéens, je veux dire, individuellement qui allaient, c'est l'État qui envoyait, et c'était dans le cadre d'une coopération avec, en gros, la Russie. Enfin, à l'époque, c'était l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Alors, je voudrais, si vous permettez, très rapidement pour nos téléspectateurs, lire le premier paragraphe de l'introduction. Ça nous situe. À la fin des années 50, la majorité des pays subsahariens luttent pour leur indépendance. Vous en parliez tout à l'heure. Ils veulent en finir avec la tutelle des pays coloniaux et renforcer leurs relations de coopération avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'accueil des premières délégations africaines au 6e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui s'est déroulé à Moscou en 1957. Donc cette date permet justement de nous situer. Donc nous, on est à
une année avant l'indépendance de la Guinée, a été le point de départ de cette volonté africaine de rapprochement avec l'URSS. Alors donc, en fait, en gros, dans votre ouvrage, c'est cet événement, ce festival, et justement ce grand festival qui a connu la participation de beaucoup d'étudiants africains, était un événement qui s'inscrivait comme, on va dire, précurseur de ce qui va suivre après. Tout à fait. Alors, je poursuis. Nikita Khrouchtchev, vous allez m'aider? Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev, voilà. Donc c'est un nom russe. On est aujourd'hui à Moscou, évidemment, avec l'ouvrage de M. Alama Kandé, premier secrétaire d'alors du comité central du Parti communiste de l'URSS, décrète le 5 février 1960 la création de l'université Patrice Lumumba, dédiée aux étudiants étrangers et à l'amitié entre les peuples. Les demandes de bourse deviennent de plus en plus nombreuses. La République démocratique d'Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, le Cuba ou encore certains pays africains nouvellement indépendants comme la Guinée, le Mali, le Ghana, la Tanzanie, la Zambie, le Maroc, l'Algérie, l'Éthiopie, etc., deviennent ainsi des pays frères. Les universités de l'Union soviétique sont sollicitées par des dizaines de milliers d'étudiants des pays nouvellement indépendants. C'est vraiment une vague, quoi, en gros. Oui. Et l'époque, la période que vous citez là, je reviens un peu sur le contexte, sur le plan mondial. Oui. C'était une période où il y avait la guerre froide. Oui. Et le monde était divisé en deux camps. En deux blocs. En deux blocs. Le bloc occidental et le bloc soviétique. Et l'Union soviétique d'alors avait organisé une sorte d'Erasmus. Oui. Vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage. D'Erasmus des étudiants africains, asiatiques, latino-américains et ceux de l'Est qui étaient sous le joug sous leur influence. Sous l'influence de l'URSS. Et c'est ainsi que plusieurs universités soviétiques, tchèques, allemandes, roumaines, etc., ont ouvert leurs portes aux Guinéens, si on parle de la Guinée. Sinon, il y a beaucoup d'autres pays africains. Oui, là, on a cité. Là. Voilà, d'ailleurs, dans votre ouvrage, on découvre avec bonheur qu'effectivement, c'était dans ces campus, il y avait une espèce voilà, il y avait un monde d'étudiants cosmopolites. Et ça, c'est intéressant. Vous racontez plein de choses là-dedans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était la vie estudiantine dans les campus. On avait presque... C'était le monde qui était là. C'était tous les continents étaient là. Le continent africain, asiatique, européen, américain, latino-américain. Tous les continents étaient là. Et ça nous a permis de tisser des relations. Oui, vous en parlez. On va revenir parce que j'ai noté des choses. Et je dis, étudiants guinéens en URSS, souvenirs et témoignages, c'est donc le titre de l'ouvrage de M. Alama Kandé sur notre plateau pour en parler. Et puis là, maintenant, je vais peut-être, pour permettre à nos téléspectateurs de nous suivre, parce que c'est ça aussi notre souci, c'est que la table des matières indique ceci. Alors, il y a un premier passage où vous faites une série de remerciements, très touchants d'ailleurs. On ne va pas parler de ça, mais ceux qui souhaitent découvrir, c'est un livre très sympathique, très accessible, grand public, effectivement. Et puis, il y a une introduction. Dans cette introduction, vous expliquez un peu le contexte, ce dont on parlait tout à l'heure, le contexte. Et puis, avec deux faits marquants, on en a parlé. Ce grand festival qui a été organisé en 1957, des étudiants à Moscou. Et puis ensuite, l'acte qui a été posé en 1960, après, par le nom que je ne savais pas prononcer là tout à l'heure. Par le premier secrétaire, du Parti communiste. Et ça, Nikita Khrouchtchev. Voilà, Nikita Khrouchtchev. Alors lui, en fait, ça marquait, on va dire, le départ de quelque chose. Parce qu'effectivement, dans votre ouvrage, bien que ce soit votre histoire que vous racontez, votre témoignage sur votre passage
là-bas dans le cadre de vos études, effectivement, mais vous faites un clin d'œil à l'histoire. C'est en gros un pan de l'histoire aussi que vous nous donnez à découvrir. La division notamment du monde en 2 blocs et puis effectivement la vie du point de vue de l'étudiant que vous étiez sur la Russie. Mais c'est aussi votre regard sur ce pays extraordinairement beau, d'après vos explications, et un fait marquant pour le téléspectateur, le futur lecteur. C'est impressionnant. Vous expliquez d'abord comment, avant le voyage, en gros, on a les préludes d'un voyage, où on explique avant de partir, le départ, et puis ensuite il y a la faculté préparatoire, parce que quand on arrive en tant qu'étudiant, une fois qu'on arrive là, puisqu'on ne parle pas la langue du pays, il y a une année préparatoire. Pendant cette année-là, il y a un grand temps qui est consacré à l'apprentissage de la langue, ce qui n'a pas été d'ailleurs facile. Il y a toute une histoire autour de ça. Et puis, on va en parler parce qu'il y a des choses qu'on a notées de passage sur cette première année. Parce que c'est quand même bien, c'est intéressant, ce partage que vous faites du récit. C'est vraiment un partage. On est dans votre monde, on est dans votre tête, dans votre esprit. Vous créez un espace mental qui permet au lecteur de se loger dans votre tête, et on voit avec les mêmes yeux, comme vous avez vu et vécu justement ces moments-là, dans ces restaurants universitaires, dans ces campus, les dortoirs avec les colocataires, et puis ces visites aussi bien des garçons, mais aussi des jeunes filles russes qui pouvaient venir, et tout ça voilà, cette partie de la vie aussi qui est quand même moment des études, qui est un moment important pour notre vie. Le lecteur se retrouve là-dedans, même s'il n'a pas été en Russie. Alors pour nous qui n'avons pas fait ce pays-là pour étudier, même pour les lecteurs qui n'ont pas été étudiés, c'est un moment aussi de régal pour vivre ces petits moments, ces moments que vous avez passés là-bas. Donc il y a la faculté préparatoire, il y a les études à l'Institut, il y a les grandes vacances, vous en parlez. Et d'ailleurs, où on découvre énormément de choses, évidemment avec des histoires croustillantes, bien entendu, dans la cour de l'ambassade, la fin des études, le retour au pays. Donc c'est ce périple qui part de la Guinée, depuis là, quand on est étudiant et que on est choisi, vous expliquez aussi un peu comment les études étaient organisées à l'époque en Guinée, où on faisait 2 ans à l'université. Les principales institutions universitaires du pays sont évoquées dans le récit. Et puis ensuite, à l'issue de ces 2 ans, quand on est retenu pour aller étudier, et cette nouvelle était célébrée par la famille. Et puis arrivaient les moments où on expliquait, les gens qui avaient déjà été en Russie, en URSS, ou qui avaient entendu des choses, on racontait plein de choses, et vous expliquez même d'ailleurs qu'une fois qu'on arrive sur place, la plupart des commentaires qu'on recevait ici étaient complètement différents des réalités sur le terrain. Et puis de passage, ça va vous faire rire, et pour les téléspectateurs, c'est vachement intéressant ces passages. Il y a comme une espèce d'ensemble de nouvelles que vous racontez, ça c'est toujours dans la faculté préparatoire, les moqueries et tout ça, qui étaient issus, pas d'anecdotes, mais des faits qui se passaient. Il y a un lot de ces histoires que vous racontez là-dedans, où des étudiants, par maladresse, ou s'étaient trompés sur des choses, faisaient sujet de moquerie, et on disait aux gens, aux étudiants, vous avez hissé le drapeau de votre pays. C'est magnifique, je vais partager ça rapidement. Je vais partager une de ces histoires avec nos téléspectateurs. Par exemple, cet étudiant qui voulait acheter des bonbons dans une grande surface, un supermarché, et il est allé acheter des raisins secs, croyant que c'était des bonbons. Et quand ça a été découvert, on s'est bien moqué de lui. Et il y a une autre histoire qui est extraordinaire. Alors, c'est-à-dire que les étudiants, une fois en Russie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Russie, c'est pour, une fois en Russie, c'était l'époque où il n'y avait pas le téléphone portable, pas Internet, etc. Donc pour communiquer avec le pays, donc les parents, les proches, les amis ou des petites amies, il faut écrire.
et ça prend le temps, un mois ou même plus, pour qu'on ait une réponse. Et un des étudiants avait écrit, pendant qu'on attendait, il avait reçu les réponses après une longue attente, et il a écrit une réponse, et toute la nuit, en tout cas une bonne partie de la nuit, et pressé ou par oubli, plutôt que de mettre la réponse qu'il a rédigée, il laisse ça sur la table et la lettre qu'on lui avait adressée, la même lettre, il met ça dans l'enveloppe et l'expédie. Et c'est après que le courrier soit affranchi, donc parti, qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et ça, le coup était parti. Lui aussi, il venait de hisser le drapeau de son pays. Donc il y a énormément, beaucoup d'histoires comme ça. Et évidemment, ceux qui ont déjà vécu en Union soviétique, ceux qui ont déjà étudié là-bas, Dieu sait, vous êtes nombreux. Cet ouvrage aussi, c'est un hommage à vous, un souvenir à tous ces moments passés de l'autre côté avec le froid bien sûr, évidemment. Donc justement, moi je voulais vous dire, pour votre cas, c'est dit dans l'ouvrage, mais comme on a la chance d'avoir l'auteur, comment vous avez vécu? Vous êtes informé que vous devez partir, voilà, on fait partie en ce moment-là des privilégiés. Oui. Bon. Avant de répondre à cette question, je tiens à rappeler, je l'ai dit dans le livre quelque part, oui, que dès la première année de l'acquisition de notre indépendance, oui, la Guinée a envoyé des militaires, oui, en 1959. Nous avons eu notre indépendance le 2 octobre et moins d'un an, nous avons envoyé un contingent, le pays a envoyé un contingent impressionnant oui, en Union soviétique pour aller apprendre le secret militaire pour pouvoir pour que le pays soit bien défendu et que la Guinée soit une puissance militaire. Je rappelle militaire en Guinée. On était une puissance dans la sous-région à un moment. Je vous le dirai un peu plus tard. D'accord. Et parmi ces militaires, mon propre papa faisait partie. D'accord. Et c'était un groupe très important. Il y avait Kamandjabi, vous avez certainement entendu parler. Oui. Et Abraham Kabassan Keita. Et des militaires comme Kava 43, le général Kava 43, qui vit aujourd'hui, qui est le grand chancelier de l'ordre du mérite. Mon papa Zé Kandé, Kandé Oumar Touré. Oui. En gros, oui, c'est vrai que dans l'ouvrage, il y a toute une partie là-dessus. Vous expliquez, je me tue en tant que lecteur, je me dis, oui, mais on parle d'étudiants, pourquoi ils s'intéressent tant à l'aspect des militaires. Mais c'est vrai que, au-delà des étudiants, il y avait aussi tout un contingent, beaucoup de militaires qui venaient en formation. Certains sont partis, ces militaires-là sont partis pour, certains ont fait l'aviation militaire, d'autres ont fait ils appellent ça l'infanterie. En tout cas, chacun s'est retrouvé dans plusieurs disciplines dans les choses. Et pour revenir un peu c'était une parenthèse, parce qu'il faut le signaler, avant que les étudiants ne partent, il y a des militaires qui ont ouvert le bal. Et ils sont partis par bateau. D'accord. Ils ont fait un mois sur la route, à mer. Avant d'être... et vous, c'était Erguiné? Nous, c'était Erguiné. Souvent appuyé par la compagnie russe. D'ailleurs, vous rendez un bel hommage à Erguiné, dont vous dites qui a fait partie, qui était, on va dire, au cœur de cette épopée des études des Guinéens en Union soviétique. Et c'est vrai, donc... étudiants guinéens, souvenirs et témoignages, étudiants guinéens en URSS, souvenirs et témoignages. Donc, c'est l'ouvrage de Alama Kandé. On en parle. Moi, je vous disais que j'ai été admirativement frappé par l'ouvrage, par sa simplicité, mais en même temps, c'est concis, je veux dire. Autant il y a ce côté, on va dire, amusant et qui est agréable quand on lit, mais il y a l'autre côté, c'est que en fait on s'aperçoit c'est fort dedans comme message que vous véhiculez par rapport à
l'organisation et le sérieux dans le travail et les études. En gros, ce qui se dégage aussi dans l'ouvrage quand on le lit, c'est que ceux qui ont étudié en Russie, c'est vraiment des gens qui ont travaillé dur. Évidemment, il y a des moments où de festivités, de récréation, activités artistiques et culturelles, mais c'était les études d'abord, d'abord et d'abord. Vous allez jusqu'à dire dans des passages, et ça retient l'attention du lecteur, c'est que en dehors de l'aspect de la langue, une fois qu'on avait franchi la barrière de la langue, la concurrence était farouche dans les salles de classe avec les étudiants russes et d'autres pays. Et vous dites que, voilà, souvent, vous évoquez, c'est même une fierté de dire non, on était bon. Souvent, on était même plus bon que les Russes. Tout à fait. Et c'est les Russes, les professeurs russes même qui l'attestaient. Oui. Voilà, qui l'attestaient parce que nous avons quitté la Guinée, j'en ai parlé dans les préludes d'un voyage. Nous avions déjà fait 2 années à l'université. À l'époque, en 1975, le pays avait fait une réforme dans le système éducatif et mettait les étudiants, les bacheliers, faire d'abord 2 années de faculté qu'on a appelée faculté premier degré.